Bonsoir tout le monde. Je sais très bien que vous êtes fatigués. J'ai compté 14 présentations. C'est à peu près, j'imagine, 6 heures. Mais des présentations très très riches. Probablement, il me faut encore quelques jours pour voilà, analyser tout. Mais c'était vraiment très très excitant et super intéressant. Donc je remercie aux organisateurs et on doit vous demander encore un effort. Hein? Ok. Et voilà, on va maintenant passer. J'ai deux intervenants extraordinaires qui ont préparé pas deux présentations, mais une présentation commune. Ok, déjà ça va mieux, et qui vont nous parler de voilà de l'art du corps et des migrations. Vous les connaissez probablement, mais il faut le dire que voilà, j'ai Silvia Neff ici et aussi Alessandro Monsutti, les gens qui ont travaillé beaucoup sur, Silvia a publié beaucoup sur l'art et aussi sur l'image en islam et aussi sur l'iconographie en islam et les sociétés arabes et aussi, très important, sur une modernité arabe, une modernité différente, alternative arabe. Tandis qu'Alessandro Mossuti a travaillé beaucoup, comme vous savez, sur Afghanistan. Son dernier livre a un titre extraordinaire qui s'appelle Homo itinerans. Nous sommes tous des homo et homini itinerans, mais il paraît que quelqu'un a beaucoup plus touché par la migration que les autres. Je suis bien sûr aussi reconnaissant à une intervenante, Stéphanie Graf, qui a mentionné déjà le rôle de l'art. Elle a bien sûr en évoquant et en nous montrant le travail de Jean-Michel Basquiat et aussi la figure d'Échou, la figure la figure divine d'Échou, qui rend l'impossible possible. Donc, on va invoquer Échoud pour nous essayer de survivre encore une heure, et aussi d'animer nos esprits, de réincarner vous qui étiez, il y a 10 heures ce matin, de vous donner beaucoup de force et de fraîcheur. Et voilà, avec ces mots, je vais passer la parole à mes collègues Alessandro et Silvia. Merci Igor Stix pour cette introduction et un grand merci à Jean-François Bayard et à l'équipe de la chaire Yves Ultramar pour m'avoir permis de présenter ce soir en finale de ces journées une communication sur corps, art et migration. Alors, pourquoi avons-nous choisi de parler des corps des migrants, ces corps souvent perçus comme causant la surpopulation, perçus comme une menace, voire comme une source de souillure, c'est un peu notre thématique ici, à travers l'art et plus spécifiquement les arts visuels. Vous avez ici la structure de la présentation que je ne vais pas lire pour gagner du temps. Alors, l'art est une manière différente d'appréhender des phénomènes sociaux et politiques que celle fournie par l'histoire, voire la géopolitique. En effet, la création en général permet de réintroduire dans un récit sur des faits réels, nous en avons entendu aujourd'hui, la perspective de leurs acteurs d'une autre manière, de ceux qui ont une place relativement marginale dans le discours médiatique, voire parfois même académique majoritaire. Et surtout, l'art, qu'il s'agit des arts visuels ou du cinéma, permet souvent de dire les choses de manière plus incisive que le reportage et de manière peut-être plus intime aussi que le témoignage ou le documentaire. Et
je le dirais ici encore mieux par ces mots de Paul Klee, qui nous dit que l'artiste n'accorde pas aux apparences de la nature la même importance contraignante que ses nombreux détracteurs réalistes. Il ne s'y sent pas tellement assujetti, les formes arrêtées ne représentant pas à ses yeux l'essence du processus créateur dans la nature. La nature naturante lui importe davantage que la nature naturée. Peut-être est-il philosophe à son insu, et s'il ne tient pas, comme les optimistes, ce monde pour le meilleur des mondes possibles, ni ne veut affirmer non plus que celui qui nous entoure est trop mauvais pour qu'on puisse le prendre comme modèle, il se dit toutefois, sous cette forme reçue, il n'est pas le seul monde possible. C'est ça le point de départ de notre réflexion. L'artiste scrute alors, je continue avec Klee, d'un regard pénétrant les choses que la nature lui a mises toutes formées sous les yeux. Plus loin plonge son regard et plus son horizon s'élargit du présent au passé. Et plus s'imprime en lui, au lieu d'une image finie de la nature, celle, la seule qui importe, de la création comme genèse. Mais ce que ramène cette plongée dans les profondeurs, qu'on l'appelle comme on voudra, rêve, idée, imagination, ne saurait être pris vraiment au sérieux avant de s'être associé étroitement aux moyens plastiques appropriés pour devenir œuvre. Et il met une majuscule. Alors seulement les curiosités deviennent des réalités. En fait, c'est le traducteur qui met des majuscules, mais je pense que c'est une bonne lecture de ce que veut dire Klee. Des réalités de l'art qui élargissent les limites de la vie telle qu'elle apparaît d'ordinaire, parce qu'elles ne reproduisent pas le visible avec plus ou moins de tempérament, mais rendent visible une vision secrète. Je n'entends nullement montrer l'homme tel qu'il est, mais tel qu'il pourrait être, et il termine en disant « L'art ne reproduit pas le visible, il rend visible ». Et ça, c'est, je pense, une bonne approche pour considérer justement l'émigration sous un autre point de vue. Certes, alors nous n'avons pas cette approche non plus qui pourrait être, qui est un peu simpliste, qu'on trouve parfois, et il est évident que Guernica de Picasso, qui dépeignait la destruction de la ville basque par l'aviation italienne et allemande en 1937, n'a pas pu éviter la Deuxième Guerre mondiale. Ce n'est pas non plus la fonction de l'art, alors que souvent on entend que l'art peut améliorer le monde. Cependant, Guernica de Picasso a illustré de manière indirecte mais percutante cet événement, et peut-être qu'il a pu influencer par cette œuvre très iconique ceux qui, après le deuxième conflit mondial, ont essayé de réfléchir sur comment éviter d'autres conflits comme la première et la deuxième guerre mondiale, mettant sur pied un système international de prévention des conflits qui a fonctionné pendant un certain temps, peut-être. Il ne s'agit pas non plus de reprendre une autre vision un peu peut-être simpliste, irénique presque, souvent rapportée, qui voudrait que l'art puisse rapprocher les peuples et faire de notre monde un monde meilleur, comme, et là je pourrais en citer des centaines, voire des milliers, mais je vous cite celle d'un collectionneur et artiste, Jean Bogossian, qui dit « L'art est le seul langage dans lequel on ne combat pas et il est universel ». Ce n'est pas ça notre démarche, c'est plutôt justement de rendre visible ce qui n'est autrement pas visible ou de rendre visible autrement. Et là, je passe la parole à Alessandro. Merci beaucoup. Avant de prendre, disons, le fil de la conversation, tout le monde a remercié les organisateurs. Alors je vais déroger. Vous savez que l'amitié telle qu'on peut la concevoir, c'est de dire à quelqu'un « fais ceci, fais cela » sans attendre d'être remercié. Et c'est vrai que chaque fois que j'ai demandé à Jean-François de faire quelque chose, il l'a fait. Et donc c'est son droit de me dire d'être ici aujourd'hui. Et je pense que nous sommes au-delà du remerciement. C'est un devoir qui m'incombe et j'en suis très heureux. Et donc, voilà. Pas de merci, nous sommes au-delà.
Beaucoup de choses pourraient être dites par rapport à ce qui s'est discuté pendant la journée, mais aussi hier. Et je voudrais d'abord m'interroger avec vous sur, au fond, quelque chose qui m'interpelle. Je travaille sur l'immigration depuis quelques années. Je suis moi-même migrant, issu d'une famille de migrants. Donc, bien sûr, la migration me touche dans mon âme et dans mon âme sociale. Et pourtant, je m'étonne toujours de la forme que la migration prend, de l'importance que la migration prend dans nos sociétés occidentales. C'est impressionnant. Je me souviens que j'étais enfant, vous aviez des débats politiques entre candidats à la présidence de la République française, c'était vrai aussi en Italie, où le grand débat c'était le travail, le chômage et ce genre de choses. Aujourd'hui, assez curieusement, d'une certaine façon, la migration occupe tout l'espace sonore. Que ça soit en Suisse, que ça soit en Italie, que ça soit en France, que ça soit aux États-Unis et ailleurs. Et au fond, même si l'immigration, bien sûr, m'interpelle et m'interroge, je ne suis pas convaincu que l'immigration mérite cette place. En tout cas, pas pour les raisons qui sont dites. Peut-être qu'il y a des bonnes raisons pour qu'elles occupent cette place, mais ce ne sont pas celles qui sont invoquées par les hommes politiques, les journalistes et les figures publiques. Donc, de la même façon, on se rend compte que non seulement la migration occupe cette place prééminente dans les débats publics, mais que c'est une place qui est très polarisante. Au fond, on a aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe sur les rivages orientaux de la Méditerranée, on voit qu'il y a une polarisation de plus en plus profonde aussi de nos sociétés européennes et nord-américaines. Mais la migration avait déjà précédé ça. Une polarisation qui n'est pas simplement politique, mais qui est vraiment morale aussi, avec souvent, je pense, on est au-delà de ce que disait Voltaire. Hein, je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai pour que vous puissiez vous exprimer. La citation est absolument littérale, vous le savez bien. Donc, sincèrement, je m'interroge sur cette prééminence et j'ai envie de voir et de regarder derrière son apparente évidence. D'abord, on dit toujours, je me souviens que récemment, encore il y a quelques années, j'avais plusieurs fois participé à des tables rondes avec l'ambassadeur Swift, qui était le chef le directeur de l'IOM, qui était un ancien ambassadeur du président Clinton père, et qui commençait toujours en disant que nous sommes dans une ère sans précédent de migration. Alors la force de la répétition crée la vérité, mais c'est faux historiquement parlant. Je vais y revenir rapidement. Ensuite, il faut quand même se souvenir que contrairement à ce que dit la doxa développementaliste, oui, nous allons lutter contre la pauvreté, etc., nous sommes aujourd'hui dans le monde le plus inégalitaire de l'histoire humaine. Et non seulement cela s'aggrave, mais ça s'aggrave de façon de plus en plus rapide. Donc, on n'est pas du tout vers un monde on va pas du tout vers le mieux. Les inégalités s'accroissent et ça s'accroît de façon rapide. Des disparités démographiques. J'aime bien sûr parler de l'Italie. On est en Suisse, mais l'Italie est un pays, le plus vieux pays du monde après le Japon, avec des courbes, des pyramides démographiques de l'âge qui sont absurdes, grasses. Si vous les comparez avec ceux de l'Afghanistan, qui sont tout effilés, on voit bien qu'il y a des problèmes qui sont bien au-delà de la capacité d'action de l'État-nation et aussi, je dirais, des structures supranationales comme l'Union européenne. Après, bien sûr, il y a les guerres et les conflits. Mais j'aurais tendance à dire que les guerres et les conflits, c'est un peu... ce n'est pas la seule causalité. Et je pense qu'il faut surtout pas simplement se limiter à regarder guerre et conflit. Donc, pour moi, vraiment, j'écris là le migrant, plus spécifiquement le réfugié, et la figure politique de notre temps, comme le citoyen l'a été pendant la Révolution française. La figure du réfugié permet de poser des questions politiques fondamentales. Et pour moi, ces questions politiques fondamentales, voilà, regardons cette polarisation. Pegida, vous connaissez ce groupe d'extrême droite anti-islamique allemand.
qui fait ce genre de manifestation, et donc un rejet très fort qui prend toujours la forme quand même d'une islamisation de l'altérité et de l'étranger, de la menace. Et en opposition, on a des gens qui ont presque dans une ferveur religieuse, qui souhaitent, disons, promouvoir un accueil des réfugiés. Mais donc on voit bien qu'on est face à une polarisation qui touche disons, les fibres les plus profondes des citoyens de nos pays, pour le dire comme ça. Mais donc, pour revenir en arrière, je m'interroge sur la notion du migrant et surtout de réfugié, en me référant à des travaux nombreux, mais dont ceux de la personne qui m'a ordonné d'être ici aujourd'hui, sur la souveraineté. La souveraineté, comme on le sait, la souveraineté, en tout cas déclinée dans sa version moderne, c'est un État qui a le contrôle conjoint d'un territoire et de sa population. Le réfugié, c'est l'exception ontologique à cette souveraineté, puisqu'il y a le principe du non-refoulement qui fait que le réfugié est à peu près la seule personne, ontologiquement parlant, à qui l'État ne peut pas refuser accès à son territoire. Et ça, c'est un principe assez fondateur quand même du droit international qu'il est très difficile aujourd'hui de vouloir infirmer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va entrer sur un terrain, je dirais, empirique, et nier la légitimité des personnes qui viennent à être réfugiés. Mais la figure du réfugié est pratiquement intouchable, en tout cas aujourd'hui, jusqu'à maintenant. Mais parce qu'elle est intouchable, elle est une source d'anxiété pour l'État-nation, parce que c'est l'exception avec un grand E à la souveraineté telle qu'elle est définie. Donc pour moi, la figure du réfugié, c'est une figure absolument centrale. Et les chiffres qui circulent sur l'idée qu'on est dans une ère sans précédent de migration sont faux. Et ce n'est pas ça qui explique l'anxiété que les migrations suscitent aujourd'hui, mais c'est vraiment, je pense, cette idée que le réfugié est une exception à la manière dont la souveraineté est déclinée dans le monde d'aujourd'hui. Donc c'est vraiment important pour moi d'aller au-delà des discours pour essayer de voir la nudité du roi, disons, pour le dire comme ça. Les mouvements migratoires ont toujours existé. Je parle pas on pourrait remonter il y a 100 000 ans, la sortie de l'Homo sapiens de l'Afrique de l'Est. Nous sommes tous des migrants, tous descendants de migrants assez récemment. L'Homo sapiens a colonisé à peu près toute la Terre en marchant. La seule exception, c'est le Pacifique, tout d'abord. Mais même l'Amérique du Nord et du Sud, l'insule Inde et l'Australie ont été colonisées en marchant, à un moment où les eaux étaient plus basses. Mais on voit que plus récemment, si on regarde ces 5 derniers siècles, le monde a été complètement structuré par des migrations qui étaient liées quand même à l'expansion coloniale européenne, où les empires coloniaux disaient un peu tu vas là, tu vas là. Et bien sûr, le plus grand groupe de migrants quand même dans ces derniers siècles, c'était des Européens qui allaient coloniser les colonies, qui allaient occuper les colonies. Après, il y a eu bien sûr les esclaves africains, les coulis, quand l'esclavage a été généreusement aboli, les coulis indiens et chinois. Donc on voit que les derniers siècles ont été des siècles de très très migratoire, plus qu'aujourd'hui. Regardons le 19e siècle. Je me suis amusé à faire un calcul. 2/3 des terres émergées du monde ont pour langue officielle une des 5 langues coloniales européennes. Français, bien sûr, anglais, espagnol et portugais, et une langue qu'on oublie, le russe, qui a quand même colonisé toute la partie supérieure de l'Asie, dans une colonisation terrestre, contrairement aux autres qui étaient plutôt maritimes. Donc on voit que le 19e siècle, avec ses expansions coloniales, ont complètement transformé la démographie humaine d'une manière qui n'a rien à voir, mais rien à voir, ni en quantité ni en qualité, avec ce que l'on est en train de vivre aujourd'hui avec ces soi-disant
déplacement migratoire sans précédent. Donc là, je cite le petit blurb, je parle français, vous voyez, de la conférence. Donc on est face à un passage d'un monde d'empire colonial à un monde d'État-nation. Alors là, on pourrait certainement discuter plus longtemps, mais c'est pas mon propos ici. Alors hier, Naïma Relmani a dit très très justement qu'au fond, le droit d'exil, à l'origine, tire ses sources dans le droit pénal, et elle a parlé du statut d'exception, d'exemption, de privilège. Et là, je souhaiterais me référer à un philosophe italien que je lis depuis pas mal d'années, mais c'est la première fois que j'ose en parler en public, donc je pénètre un territoire qui n'est pas le mien, je vous demande l'asile et je compte sur votre compassion pour paraphraser l'exposé introductif d'hier. Mais encore une fois, je ne suis pas philosophe, il y en a dans la salle, je ne suis pas juriste, je suis anthropologue, et donc je ne souhaite pas ici je prétends pas du tout avoir les capacités de partager avec vous, et même d'avoir compris toutes les nuances et la richesse de l'œuvre de Esposito. Il s'agit pour moi de m'en inspirer dans ma pratique d'anthropologue. Et donc d'en faire une lecture parfois cursive, parfois traditrice, comment est-ce qu'on dit ? Traditrice, oui, traditrice. Mais enfin, j'extrais un certain nombre de choses qui me permettent de penser, et aussi de penser peut-être, pour revenir à ce que disait Sylvia Neff, le rôle de l'art comme quelque chose qui rend visible. Donc tout d'abord, ici, je me suis plus intéressé à la notion d'immunité, dont finalement on a déjà parlé hier avec l'exposé de Naïma Relmani. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, je crois que c'est une idée fondamentalement nietzschéenne. Esposito parle de la modernité comme quelque chose qui s'est développé une fois que les mécanismes religieux de protection du social se sont affadis. Et donc le religieux promettait un salut transcendant. Cette promesse s'est dissipée et donc une autre forme d'immunité s'est développée, qui est une immunité de type, disons, médical. Et ici, comme ça, il y a une immense littérature, vous le savez bien, Esposito n'est qu'un auteur parmi beaucoup d'autres, qui ont été d'ailleurs déjà cités entre hier et aujourd'hui. La légitimité politique consiste dès lors à protéger la vie. Enfin, et non pas à préparer la transcendance et l'après-vie. Donc la police est un corps, c'est ça qui nous intéresse, un corps social qui doit être protégé de dangers extérieurs. Il y a une tension entre le vivre en communauté et protéger la population contre des formes d'infection qui viendraient de l'extérieur. Vous voyez où je veux en venir. Très souvent, le migrant est vu comme une source d'infection. Donc, il y a un certain nombre de mécanismes d'immunisation contre le corps de l'individu, mais aussi le corps social. Alors bon, là je vais peut-être passer très vite. Roberto Esposito se positionne contre deux mouvements philosophiques contemporains qui seraient le libéralisme, individualisme, et le communautarisme, qui est une réponse d'une certaine façon. Alors lui, il s'y oppose et il pense qu'il faut régénérer le débat politique par rapport à ce qu'est la société. Donc ce qui lui semble important, c'est justement de sortir de cette espèce de passage du corps individuel au corps social qui doit être immunisé, qui doit en fait sécréter des mécanismes d'autodéfense et de sécurisation. Il dit bien, il le dit explicitement, tout corps a besoin d'un système immunitaire, mais parfois le système immunitaire s'attaque à l'organisme qu'il est censé protéger. C'est ce qu'on appelle les maladies auto-immunes. Donc pour lui, implicitement ou explicitement, la manière dont on réagit aux migrations, c'est une forme de maladie auto-immune.
Et voilà, c'est ça, au pas de course, et vous m'excuserez vraiment. Sa solution, je ne vais pas m'y allonger, c'est d'aller au-delà de l'opposition de biens privés et publics entre le privé et l'État, pour dire ça comme ça, et de valoriser les communs, ces biens qui appartiennent à personne, comme par exemple l'air que l'on respire, l'eau que l'on boit, etc. Donc il faut pour lui se libérer de l'obsession sécuritaire et aller vers une vision de la communauté qui n'est pas un être commun, une substance que l'on doit protéger, une espèce d'émanation du corps, de nos corps, de voir la communauté comme un grand corps qui doit être immunisé contre les infections extérieures. Mais là, ces formulations quand même assez inspirantes, que c'est un être, non pas un être commun, mais un être en commun, et qu'au fond, cet être en commun se révèle et se nourrit par l'ouverture. Et non pas à la fermeture. Donc c'était un peu cette introduction que je voulais partager avec vous pour penser au fond la société telle qu'elle est présentée aujourd'hui de façon récurrente comme un corps qui doit être protégé contre une infection qui serait, disons, le migrant. Et donc je pense qu'Esposito, en tout cas selon moi, m'aide à penser au-delà de ce modèle immunitaire du social. Voilà, ça c'est dans la suite. Alors avant de parler des œuvres que nous voulons vous présenter, il nous a semblé utile dans la suite de ce que Alessandro vient de dire, de cette communauté qui doit être protégée de la menace extérieure, de revenir sur cette nuit du Nouvel An en 2015-2016 à Cologne et dans d'autres villes germanophones. Alors je vous montre ici la couverture du 9 janvier 2016 du magazine allemand Focus qui dit « Des femmes accusent ». Et puis vous voyez bien l'iconographie de cette couverture, donc une femme blonde avec des traces de mains noires sur son corps nu. Alors, dans la nuit du Nouvel An 2015-16, plusieurs jeunes femmes se sont plaintes d'avoir été agressées, harcèlement sexuel et vol, parfois même des agressions sexuelles, par des hommes venant, et je cite, d'Afrique du Nord et du monde arabe, dans l'aire du Dôme de Cologne et de la gare qui se trouve juste à côté. Dans les jours qui ont suivi le Nouvel An, 1200 plaintes ont été déposées auprès de la police à Cologne. Des enquêtes ont été ouvertes contre 290 personnes, tous des hommes, et dont 37 ont été par la suite condamnés, les autres ayant donc 2 pour contrainte sexuelle et 1 pour attouchement. Les autres ayant commis des vols. Les médias, dont notamment tout d'abord la presse locale, ont rapidement accusé la police de ne pas avoir agi assez rapidement ou de ne pas avoir voulu rendre publiques ces agressions du fait qu'elles avaient été perpétrées par des demandeurs d'asile, et ça a été une gigantesque polémique. Alors il est évidemment, j'imagine que la plupart d'entre vous se souviennent du contexte, mais j'aimerais quand même le rappeler. Suite à la guerre civile en Syrie et les massacres d'opposants faits en Syrie par l'armée syrienne avec le soutien de l'armée russe, des centaines de milliers de Syriens avaient fui le pays, un nombre important parmi eux passant par la Turquie puis empruntant la route des Balkans pour parvenir en Europe de l'Ouest. Le 31 août 2015, l'alors chancelière allemande Angela Merkel ouvre les frontières de son pays et offre d'accueillir les réfugiés syriens et autres, mais surtout des Syriens, en lançant sa célèbre phrase « Wir schaffen das », nous y parviendrons, c'est-à-dire à accueillir et à intégrer les réfugiés. Si d'un côté se développe ce qu'on a appelé en Allemagne la Willkommenskultur, c'est-à-dire la culture de la bienvenue, où des centaines de milliers d'Allemands ont fait du bénévolat afin d'accueillir les Syriens en majorité, de l'autre des oppositions se forment, notamment de la part des États des Balkans, mais aussi dans d'autres pays de l'Union, notamment à l'Est, mais aussi en Allemagne, où tout le monde ne voit pas d'un bon œil l'accueil de presque 1 million de réfugiés, majoritairement musulmans, et c'est là notre rapport avec la religion,
auquel on reproche d'être trop éloigné de la culture allemande européenne, ce qu'on appelle Leitkultur, c'est-à-dire culture de référence en allemand, mais dans Leiten, il y a vraiment aussi une idée de guider, donc c'est plus fort, je trouve, que les traductions qu'on peut donner en français. Et évidemment, un des sujets dans lesquels on reproche, parfois à raison aussi, aux personnes en provenance du monde musulman de ne pas partager les mêmes valeurs, c'est dans la question des femmes qui était déjà devenue un véritable leitmotiv depuis des années. Et une question qui évidemment est posée par les opposants en Allemagne à cet accueil de réfugiés. Il n'est donc pas étonnant que la question des agressions du Nouvel An à Cologne soit rapidement reprise par les médias qui reprochent aux autorités d'avoir voulu taire les faits. La nouvelle apparaît d'abord sur un groupe Facebook local de Cologne, puis est reprise par une journaliste du Kölner Stadtanzeiger, un journal local, qui contacte une des victimes. Alors que la police ne donne pas de nouvelles dans un premier temps, et que le chef de la police minimise les faits, les médias sociaux et les médias s'en emparent et le chef de la police sera mis à la retraite anticipée pour ne pas avoir su gérer la situation. Entre-temps, les événements de Cologne avaient pris une dimension nationale et internationale, citée notamment par le New York Times et le Wall Street Journal. Dans le New York Times, le journaliste Ross Douthat conseille à l'Allemagne de fermer ses frontières et demande la démission de la chancelière Angela Merkel. La BBC critique aussi lourdement l'Allemagne. Suite aux 1200 plaintes déposées, la police de Cologne crée une commission spéciale avec 140 enquêteurs, ce qui est énorme. Finalement, l'enquête dure un certain temps et ces enquêteurs parviennent à établir l'identité de 354 personnes, dont 101 Algériens, 91 Marocains, 37 Irakiens, 29 Syriens et 25 Allemands, dont on ne spécifie pas s'ils sont naturalisés ou pas. 122 suspects étaient des demandeurs d'asile, 52 vivaient illégalement en Allemagne, le statut des autres n'étant pas clair. Dans d'autres villes allemandes, dont Hambourg, Francfort, Bielefeld, Stuttgart et dans d'autres, des faits similaires ont été dénoncés dans les jours qui suivent le Nouvel An, pas tout de suite. À Zurich aussi, alors que la Suisse n'a pas accueilli un nombre important de Syriens, enfin pas exceptionnel, 18 femmes ont porté plainte disant avoir été agressées par des hommes, et je cite, à la peau foncée. Les coupables n'ayant pas pu être identifiés, aucune suite n'a pu être donnée à ces faits à Zurich. Il est clair que dans des situations pareilles, il n'est pas facile d'établir les faits avec clarté, et il est certain que des jeunes femmes ont été harcelées dans la nuit du Nouvel An à Cologne. Il ne s'agit pas de contester cela à Cologne et dans d'autres villes. Cependant, ce que la police a surtout pu établir, ce sont des vols à la tire. Et en outre, ce qui n'est évidemment pas une excuse pour ce qui s'est produit, très souvent dans des lieux rassemblant des foules, des attouchements et violences sexuelles ont lieu, malheureusement, comme l'écrivait Julie Billot dans un article paru dans Le Temps en janvier 2016, en soulignant que ceux qui ont lieu chaque année à l'Oktoberfest de Munich n'ont jamais suscité un tel écho médiatique. Malheureusement, pourrait-on dire, pour la liberté des femmes de circuler au milieu de foules festives. C'est donc l'identification des agresseurs avec des hommes de couleur, des brown men, ainsi que le contexte spécifique de l'accueil des réfugiés en Allemagne qui a suscité tout cet engouement médiatique pour dénoncer les agressions sexuelles. Une fois identifié comme un violeur potentiel ou effectif de femmes blanches, l'homme réfugié ne méritait plus d'être accueilli, étant perçu comme un danger, donc le corps dangereux. Comme l'écrit Jean-Noël Capferrer dans Rumeur, le plus vieux média du monde, la rumeur permet d'exprimer le ressentiment. Je cite, « La rumeur est une prise de parole spontanée, sans y avoir été invitée. Elle est souvent une parole d'opposition. Les démentis officiels ne la convainquent pas, comme si officiel et crédible n'allaient plus de pair. Elle témoigne donc d'une remise en cause des autorités, du qui a le droit de parler de quoi ?» Fin de citation. Capferrer dit aussi que le rôle des femmes est important dans la diffusion de la rumeur parce qu'elles répandent leurs craintes.
peut discuter peut-être de ça. Mais de toute façon, ces rumeurs reflètent un niveau d'angoisse qui existe et les boucs émissaires sont en général des marginaux, des étrangers et sont la victime du retour de la rumeur qui permet de les désigner comme les auteurs d'un mal. On peut aussi revenir à un ouvrage beaucoup plus ancien d'Edgar Morin, La rumeur d'Orléans, publié en 1969. Dans cet ouvrage, il est question d'une rumeur qui a tenu en haleine Orléans et qui voulait que des jeunes femmes disparaissaient après avoir fait des essayages d'habits dans des boutiques dont la plupart appartenaient à des juifs. Des accusations qui se sont démontrées sans fondement, nées dans un internat de jeunes filles, mais qui ont tenu la ville en suspens et d'ailleurs la France entière pendant un certain moment. Selon Morin, la tradition antisémite était particulièrement enracinée à Orléans. Morin écrit, et je le cite, « C'est qu'elle, la tradition antisémite, associe le juif à un péril sexuel. Mais ne s'agit-il pas ici d'un trait latent de racisme? La menace du noir aux États-Unis, comme ce fut le cas pour celle du juif en Allemagne nazie, porte en elle une surabondance sexuelle et un péril de souillure de sang. » Fin de la citation. Aujourd'hui, en Europe, le musulman a pris dans cette représentation la place du juif ou du noir aux États-Unis. Si donc des agressions ont sans doute eu lieu, l'importance qu'elles ont pris dans les médias et encore davantage dans les médias sociaux relève de la vision qu'on a des hommes musulmans. Morin considère que ces rumeurs se diffusent dans des périodes de transition et donc d'insécurité, notamment en ce qui concerne le rôle des femmes. Et on peut peut-être dire que cette période de 2015-2016, lorsqu'il y a eu d'un seul coup l'accueil d'un nombre très important de réfugiés, a été aussi une période d'insécurité et que donc la question des rapports hommes-femmes se repose. D'ailleurs, pour aussi un peu remettre en question l'importance, enfin la manière dont ce fait a été traité dans les médias, le magazine Focus lui-même, le 31 décembre 2020, revient avec un article sur les événements du Nouvel An, 5 ans plus tard, et dans cet article, il fait état de la critique d'experts qui mettent en doute la manière dont les médias avaient tout de suite mis en avant de manière disproportionnée la tendance qu'auraient certaines nationalités à commettre des délits plus que d'autres, sans comparer avec le reste de la population et sans que cela ne se reflète dans les statistiques. Donc cet épisode nous semblait un moment de réflexion nécessaire sur justement comment, ce n'est pas de dire, alors c'est pas du tout mon discours et je suis la première à dire que le harcèlement des femmes dans des lieux publics est quelque chose d'absolument inadmissible. Mais ce n'est pas ça le point. C'est que effectivement, si cette affaire a pris de telles proportions, ce n'est pas parce qu'il y a eu une masse, comme c'était présenté souvent dans les médias, d'hommes originaires du monde arabe qui ont agressé des femmes blanches, comme le dit cette image, mais parce qu'il y avait un certain contexte qui a fait que cette affaire a pris des proportions que d'autres affaires, justement, est-ce que les attouchements et les agressions sexuelles à l'Oktoberfest quand même ne font pas de telles nouvelles médiatiques. Voilà. Donc ça c'était un peu comme introduction. Maintenant nous allons vous montrer des extraits d'un film qui constitue un peu, disons, un moyen de parler de la migration d'une manière différente que celle qu'on peut voir le plus souvent. Le film touche à de nombreux sujets, c'est-à-dire à la base c'est l'histoire d'un couple syrien qui s'aimait en Syrie, la guerre civile éclate, lui il se fait arrêter pour quelque chose, pour avoir dit quelque chose dans un train, il se retrouve en prison, sa fiancée Abir entre-temps est mariée par ses parents à un diplomate syrien qui doit aller en Belgique. Donc on retrouve Sam au Liban, après avoir été libéré de prison, et c'est là qu'il rencontre un artiste qui lui propose en fait une sorte de deal, je dirais, et il propose de lui
faire sur son dos un visa Schengen et ainsi de lui permettre, en devenant une œuvre d'art, d'entrer dans l'espace Schengen. Alors, il faut d'abord que je dise que le film s'inspire d'un fait réel que la réalisatrice, Kawthar Benhanie, une réalisatrice tunisienne que vous connaissez peut-être, je ne sais pas, peut-être que quelqu'un a vu ce film, L'homme qui a vendu sa peau. Je vous le conseille vraiment parce que c'est vraiment, si vous réfléchissez sur les migrations, je pense que c'est vraiment une manière, une approche très originale de parler de toutes les questions dont on a discuté et vraiment d'une manière non usuelle. Et donc elle a fait déjà un film qui s'appelait La Belle et la Meute, où elle parlait des violences policières en Tunisie après 2011, après la Révolution, si vous voulez. Et puis elle a fait récemment ce documentaire qui s'appelle Les filles d'Ulfa, sur une famille où les filles étaient devenues des terroristes islamistes. Donc voilà. Mais donc dans ce film, Kawthar Benhanie part d'un événement, d'un fait réel que l'artiste belge Wim Delvoye, qui d'ailleurs a eu une exposition au Musée d'art et d'histoire dans la première moitié de cette année, avait exposé en 2008, Tim Steiner, un Suisse, dont l'ami est galeriste, sous le titre « L'homme tatoué ». Et il lui avait tatoué sur le dos, non pas un visa Schengen, mais enfin une image de la Madone, oui, enfin d'inspiration mexicaine. Voilà. Le tatouage, enfin le tatouage, mais l'homme avec le tatouage a été vendu pour 150 000 € en Suisse. L'acheteur a le droit de l'exposer 3 à 4 semaines par an et à la mort de Tim Steiner, il pourra récupérer le tatouage. Donc, cette œuvre, je mettrai ça entre guillemets, a été exposée 2 jours au Louvre en 2012 et à cette occasion-là, un article apparu dans Libération qui relevait, et ça c'est aussi intéressant, que la vente de l'œuvre a été faite en Suisse en s'appuyant sur la loi qui autorise la prostitution et en faisant une relecture, parce que cette loi permet en effet de mettre son corps à disposition d'autrui contre paiement. Et l'article de Libération disait que justement en France cela n'aurait pas été possible parce que la prostitution déjà est interdite. Mais donc tout ça c'est du vrai. Déjà ça c'est assez étonnant. Et il faut aussi dire que Delvoye a également tatoué des cochons qu'il a exposés en 2010, naturalisés, et qui alors, ces cochons naturalisés et tatoués, ont attiré les foudres de la fondation Brigitte Bardot, évidemment pas lorsqu'il a exposé l'homme tatoué. Donc en faisant du dos du Syrien Sam le support d'une œuvre d'art, Kawthar Benhanie transforme cet être humain dévalorisé qu'est le réfugié, qu'on voit d'abord à Beyrouth et puis après à Bruxelles, et déjà, mais à Beyrouth en tant que vrai réfugié, il en fait un objet de valeur et de spéculation. Aussi, je dirais, en faisant du visa Schengen une œuvre d'art, elle met en avant l'extrême valeur équivalente à celle d'une œuvre d'art que la possession ou non de ce moyen d'accès à l'Europe détient pour ceux qui ne font pas partie des gens qui ont, par le simple hasard de leur naissance, ont un passeport permettant de voyager librement dans le monde entier. Le film met très bien en exergue le contraste entre le milieu privilégié de l'art et la vie difficile des réfugiés, que ce soit à Beyrouth ou en Europe. Il montre également ce que j'appellerais l'obscénité qu'il y a dans l'attitude des collectionneurs et amateurs d'art, qui n'ont aucune difficulté à considérer Sam comme un simple support, comme s'il était un canevas, une toile, et non un être humain en chair et os. Alors sur cette question des milieux de l'art, de l'obscénité des collectionneurs, il y a aussi un très beau livre de Tom Wolfe qui s'appelle Back to Blood, publié en 2012. Le film
questionne aussi une tendance de l'art contemporain qui, depuis l'Urinoir exposé comme œuvre d'art par Marcel Duchamp en 1917, veut toujours plus dépasser les limites. Ainsi, l'artiste britannique Damien Hirst a exposé des requins morts qui nagent dans le formol, des brebis coupées en deux dont les intérieurs montrent des paysages ou des mouches collées sur un support synthétique pour former un tableau monochrome noir. Alors, toutes ces œuvres ont été attaquées par les défenseurs des animaux. Donc on a l'impression quand même que les défenseurs des animaux sont plus actifs que les défenseurs des êtres humains. Permettez-moi cette... Donc c'est ici que nous allons vous montrer... Voilà, si vous pouvez lancer le premier extrait. Hein? C'est pas ça. Ah, Si. Ah oui, oui. Some pessimists rule that art is dead. Well, I think art has never been more alive than it is today. With my latest work, I am exploring a new realm. But why Schengen visa? Once again, we live in a very dark era, where if you are Syrian, Afghan, Palestinian, and so on, you are persona non grata. The walls rise. And I just made Simon Commodity a canvas, so now we can travel around the world. Because in the times we're living, and the circulation of commodities is much freer than the circulation of a human being. Thus, by transforming him into some kind of merchandise, he now will be able, according to the codes of our time, to recover his humanity and his freedom. Now, that's quite a paradox, isn't it? Sorry. C'est bon. Donc, vous l'avez bien compris, Sam pourra entrer dans l'espace Schengen, non pas parce qu'il a un visa énorme Schengen gravé sur son, tatoué plutôt sur son dos, mais parce qu'il devient une marchandise. Et c'est là que finalement la marchandise, au fond, a plus de liberté que l'humain. Et après, on le voit donc à Bruxelles, où il est exposé au Musée des Beaux-Arts de Bruxelles, et où il est là avec le public qui visite. Et à un certain moment, il essaye aussi d'avoir une interaction avec le public, mais il est tout de suite rappelé à l'ordre par le gardien qui vient lui dire que non, il devait s'asseoir. Il y a aussi un autre épisode qu'on vous a évité. C'est à un certain moment, il a un bouton
sur le dos. Et alors c'est un drame parce que, non pas parce que ça pourrait être dangereux pour la santé évidemment de Sam ou je ne sais pas quoi, mais pour l'œuvre d'art. Et alors il l'amène dans un hôpital où il est opéré avec beaucoup de finesse et d'attention de façon à ne pas endommager l'œuvre d'art qu'il porte sur son dos. Bon, donc, il faut dire que c'est vas-y. aussi la situation réelle. Non, le monsieur suisse dont on a parlé avant, effectivement, il y a eu une grande discussion. Bon, s'il meurt d'un cancer de l'estomac, c'est pas grave, mais s'il meurt seul chez lui, qu'on le retrouve après une semaine, l'œuvre d'art sera gâchée. Donc, ces discussions qui sont mises en scène dans le film reflètent une réalité. Une réalité qui est aussi une réalité, effectivement, d'une brutalité du monde de l'art, non seulement des frontières et des États, etc. Et alors, ici, un deuxième extrait. Vous pouvez lancer le deuxième extrait. Qui est plutôt vers la fin du film. Donc là, vous aviez le tatouage. Ladies and gentlemen, now displayed on 69 by Jeffrey Lefroy. Ladies and gentlemen, 3,500,000. We have 3,500,000. 3,750,000. We have 3,750,000 for now. 4 million? 4 million, ladies and gentlemen. 4 million. 4 million. Going once. 4 million. 5 million. 5 million. Ladies and gentlemen, 5 million. 5 million going once. Twice? 3 times. Sold for 5 million. C'est bon, merci. Donc ici, l'objet, entre guillemets, en se transformant en pseudo-terroriste islamique, prend en quelque sorte la revanche sur les humiliations subies. On revient aussi au thème du migrant menace. Tout de suite, le public s'enfuit, croyant en un attentat. Ici, et c'est la seule fois dans le film où Sam le Syrien devient Sam le musulman, par, disons, association. Puisqu'il n'y a pas d'attentat, il n'y a pas non plus de destruction de l'œuvre, mais c'est ce qui serait arrivé si Sam avait réellement accompli un attentat. Bon, à la fin, il se fait... Enfin non, je ne veux pas spoiler le film. On va vous laisser le plaisir de le regarder. Je pense qu'on vous le conseille. D'ailleurs, la fin n'est pas évidente, elle laisse ouverte de l'interprétation.
Mais regardez-le parce que je trouve que c'est vraiment un film qui approche, c'est pas le seul film sur la migration, il y en a d'autres qui sont excellents, mais ce qui nous plaisait ici, c'était ce fait de l'approcher vraiment par un moyen, celui de l'art, à travers le milieu de l'art, qui pose la question d'une autre manière. Et aussi, peut-être, on peut dire que le contraste de cette œuvre d'art, toujours entre guillemets, avec les corps des migrants qu'on retrouve souvent morts sur les plages ou en pleine mer ou qui hantent les rues des villes d'Europe, est saisissant. Et là, je repasse la parole à Alessandro. Merci, merci. Bon, on va peut-être un peu abréger parce que tout le monde est fatigué. Mais c'est vrai, il y a cette espèce de tension dialectique entre le corps souillure, le corps menace, le corps infection, et tout d'un coup le corps qui est d'un certain côté chosifié, mais qui acquiert de la valeur en étant chosifié. Et en étant chosifié, qui pourra échapper aux barrières qui s'opposent le plus souvent aux migrants. Donc c'est un traitement d'une ironie mordante, enfin, de cette, encore une fois, tension entre le corps souillure et le corps œuvre d'art, mais qui, en devenant œuvre d'art, est aussi d'une certaine façon déshumanisé. On voulait vous montrer ce monsieur, Mohsen Lihiddeb, avec lequel je suis en contact, qui a collaboré à ce petit livre que j'ai publié, qui met ensemble poésie, photos, dessins. Mohsen est un ancien fonctionnaire du sud de la Syrie, de la Tunisie, de Zarzis, amoureux de la mer, qui arpente les plages. Et au fur et à mesure des années, les plages se couvraient des restes des victimes de la route méditerranéenne qu'il a commencé à récolter et à en faire des installations artistiques. Et justement ici, là, on est dans l'évocation du corps des migrants en leur absence, et je vais y revenir aussi. Par exemple, là, c'est un film qui a été publié par CNN, je plaisante, par Al Jazeera. Et donc, il commence avec cette scène que je trouve à la fois tragique et poétique, d'une façon décalée, où Mohsen a suspendu les souliers qu'il a trouvés sur les plages, et tous les matins, il va les faire bouger, comme pour donner une vie post-mortem aux victimes de la route méditerranéenne. Et il parle de ces souliers, là j'ai fait un arrêt sur image, all the shoes that I have collected, loved and respected. Et là, donc, il y a l'évocation du corps victime. Et il a écrit un poème que j'ai d'ailleurs, qu'il a eu la gentillesse de me laisser intégrer dans le livre, qu'on pensait vous faire lire, mais je dirais qu'on passe outre, parce que vous pouvez regarder sur Al Jazeera, Mohsen Lihiddeb, vous allez trouver ce très beau documentaire sur lui. Rapidement, le poème reflète le bruit que fait la tête d'un de ces corps de migrants morts qui frappe le rocher. Tout le poème porte là-dessus. Mais il est très long, mais moi je trouve il est très intense. Voilà. Il est très simple, mais très intense. Et donc c'est du haraga, le brûleur, selon le... Mais regardez le documentaire et vous allez voir, c'est bouleversant vraiment. Donc Mohsen évoque le corps en absence, et disons, on a parlé aujourd'hui finalement assez peu d'art, mais bon, moi j'ai aucune prétention, j'écris des textes qui sortent de l'écriture académique depuis quelques années, et j'essaye de collaborer de plus en plus avec des artistes, mais pas seulement des artistes, pour faire des expositions et des installations. Et donc ça, c'est une petite aventure, je vais faire très rapide, à laquelle j'ai pu me joindre avec des collègues des universités slovènes de Primorsk, du littoral à Koper et de Trieste en Italie. Et donc on a arpenté les frontières entre Croatie, Slovénie et Italie. Les gens qui arrivent à la fin de la route balkanique, que Nina connaît beaucoup mieux que moi. Et donc on a récolté des centaines et des centaines de kilos
d'objets laissés par les migrants qui, avant d'arriver à Trieste, se délaissent de tout pour porter des habits propres. Ils n'ont pas les moyens de se doucher, mais au moins ils ne souhaitent pas être couverts de boue. Ils n'ont pas la prétention d'être invisibilisés, de s'invisibiliser. Ils savent très bien qu'ils seront reconnus tout de suite par les habitants de Trieste, mais au moins le fait de ne pas être boueux va en tout cas brouiller les pistes sur la période de temps dans laquelle ils sont. Et je le vois aussi comme une forme vraiment presque de renaissance. Hein. On sort de la matrice de la forêt, de la boue, comme une naissance vraiment. On sort du ventre de la terre-mère et on essaie d'être propre. Et donc on a récolté ça avec des étudiants, des associations qui avaient aussi un tout petit peu un double, je dirais, propos, parce qu'il s'agissait aussi de ne pas d'essayer d'apaiser les populations frontalières envers le passage des migrants, puisque ça dérange de voir les belles forêts du karst souillées par ces restes-là. Donc on en a récolté énormément. La petite histoire, c'est que le 31 octobre, venez nombreux, on va inaugurer cette petite exposition ici à l'Institut, dans le Pétale 1. Et ma collègue slovène, Katia Hrobat-Virloge, sera présente. Et donc on va faire cette petite exposition qui est assez peu, je dirais, spectaculaire, mais c'est encore une fois une manière d'évoquer les corps en leur absence et de rendre visible l'invisible, puisque on a voulu une exposition un peu ironique, un peu enfantine, hein, dans le jardin des invisibles, avec des fleurs kitsch, de l'herbe artificielle. Ces gens qui viennent souiller mon jardin. Hein. J'ai des petits nains dans mon jardin, je ne veux pas avoir des restes de migrants boueux. Et donc, on a fait circuler cette exposition avec l'idée de rendre encore une fois tangible pratiquement le passage de ces gens que l'on ne souhaite pas voir. Et avec l'idée, et je dirais l'espoir de lancer un débat. Et ce week-end, Katia a présenté cette exposition à la frontière entre la Croatie et la Slovénie, dans un endroit qui s'appelle Brežice, peu importe. Et enfin, elle a fait face à des réactions très hostiles des borderlanders, des habitants de la frontière, en disant comment oses-tu essayer d'humaniser je me réfère à l'exposé de Théo ce matin, ces gens qu'on souhaiterait justement déshumaniser. Donc c'est toutes sortes d'entreprises, on a parlé du film, on a parlé de cette exposition, qui travaillent sur le corps dans cette limite très, très ténue entre le corps-objet, qui obtient de la valeur tout en se déshumanisant, et le corps déshumanisé, qui est aussi objet, mais à l'opposé du spectre en quelque sorte. Et voilà, c'était quelques petites réflexions qu'on voulait partager avec vous. Sylvia? Oui, peut-être, est-ce que je peux vous demander de remettre la diapositive de titre, parce que je ne sais pas si vous mais l'avez... ça je le fais moi. Ah, tu peux le faire, toi. Oui. La force est avec nous. Voilà, non. Là. Voilà. Alors, c'est un tableau du grand peintre syrien Loué Kayali. Alors, il y a un problème de datation. La plus exacte que j'ai trouvée, c'est quand même 1965, même si longtemps j'avais retenu 1967, qui était une date qu'on trouve. Mais je trouve que ce tableau rend aussi bien. Alors, même si c'est peint en 65, alors il y a des textes qui disent que probablement ça se réfère à la Nakba, mais on ne sait pas très bien. Mais en tout cas, je trouve que c'est un tableau très expressif et qui montre bien, enfin, qui est très inspiré. Alors, Kayali avait été longtemps en Italie, évidemment, il est aussi inspiré par la tradition de la Pietà, mais qui exprime bien le désarroi des réfugiés. Et c'est pour ça qu'on a choisi cette toile d'un peintre qui est très connu au Moyen-Orient. Voilà. Merci beaucoup. Et voilà, on a encore quelques minutes. On va terminer à l'heure. Et on a encore 9 minutes. Donc, si vous voulez poser des questions, des petits commentaires, soyez brefs. Voilà. Il y a une question là. Michael. Oui, une question, une remarque. Est-ce que ça marche? Non.
Oui. Ok. Une remarque, c'est qu'un projet artistique de tel genre qui consistait à reconstruction de numéros de camps de concentration brouillés, effacés par le temps d'un ancien détenu de camp de concentration, était fait par Artur Zmijewski en 2004. Si vous voulez les voir, je déteste ces projets. Mais là, il y avait aussi que ça, c'était bien sûr, c'était un petit vidéo où en fait l'ancien prisonnier a voulu changer son avis sur les donc c'est oui. Mais là, c'est juste une remarque et une question, je comprends la pertinence de ce problème de migration et je suis complètement d'accord avec votre exposition, mais de l'autre côté, ce qui me trouble, et je suis presque certain, comme les Européens de l'Est en particulier, que c'est un symptôme, pas un problème. C'est un symptôme de quelque chose de complètement différent. Et là, le grand mouvement, c'est-à-dire de 2015, comme à travers des visibilités à la station Budapest-Keleti, c'était vendu. On n'avait pas d'émigrés du tout à l'époque. Et en plus, ces migrants ne s'orientaient même pas de chez nous. Et pourtant, c'est un événement qui a complètement changé, j'allais jusqu'à dire, constitution politique de nos pays. C'est-à-dire, c'était la fin de projets transition, c'était le début de projets préservation de homogénéité monoethnique, qui est maintenant tellement dominant que toutes les forces démocratiques et libérales l'acceptent. Ouais, c'est ça. Moi, je suis tout à fait d'accord. C'est un symptôme, c'est pas un problème, mais c'est un symptôme de ce qui n'est pas dit, disons, voilà, comme ça. Voilà. Oui, je pense que... d'ailleurs, en Allemagne, ce qui s'est passé, c'est que Merkel, qui jusque-là a été très populaire, a été considérée comme la meilleure chancelière, je ne sais pas comment le formuler, que l'Allemagne avait eu depuis longtemps, descend rapidement dans les sondages. Donc il y a vraiment aussi... des questions politiques internes, puis avec la montée de l'AfD, etc. Bon, je me souviens, la première fois qu'on s'est rencontrés, Alessandro, à Varsovie, tu as partagé une petite histoire avec nous, l'histoire que tu as mis dans ton bouquin aussi, et c'est l'histoire de l'Afghanistan et d'un homme que tu as rencontré et que tu as demandé d'où il vient. Et il t'a répondu, qu'est-ce qu'il t'a répondu ? Tout le monde le sait parce que les gens m'entendent. Je suis d'où je vais. I come where I'm going. I come from where I'm going. Et vraiment, c'est une belle histoire qui parle beaucoup de ce qu'on devient, si on bouge ou on ne bouge pas. Et cette logique, bien sûr, entre en collision, un conflit avec la logique bureaucratique, étatique, la logique de notre temps, malheureusement. Mais ça nous rappelle, bien sûr, qu'il y a toujours d'autres projets. Michal a parlé aujourd'hui aussi d'autres projets. Ce n'est pas le projet qui est toujours dominant qui vaincra. Un jour, peut-être d'autres projets, des projets d'émancipation, des projets de vivre en commun, des projets d'ouverture, de tolérance, d'une migration, disons, heureuse, peut-être vaincra. Je vous propose maintenant un transfert de l'enfer académique vers la terre promise qui s'appelle la perle du lac. Appelez la perle du lac, on arrive. Merci.